Bon matin à vous tous. Nous sommes samedi le 27 juin 2020. Ici Ghislain Rochelle d'ImoFacile.ca. Toujours un plaisir les samedis. Vous savez qu'est-ce qu'on fait les samedis, les amis? On interviewe des présidents d'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est le dernier samedi des entrevues des présidents. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer le président qui interviewe les présidents en entrevue pour être capable de trouver des bons présidents d'entreprise. C'est qu'on a la chance d'avoir Normand Lebeau de Mandrake aujourd'hui avec nous. Bonjour Normand, ça va bien? Ça va très bien et toi, Ghislain? Merci. Ben oui, ça va très bien. Un beau matin comme ça aujourd'hui. Juste avant qu'on débute, Normand, je vais laisser le temps aux gens de rentrer. On va discuter un peu qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines entrevues à 8 heures. Demain matin à 8 heures, j'ai la chance d'avoir Jocelyn Rioux. Manquez pas cette entrevue-là. On a 3 grosses entrevues pour terminer notre saison de nos 100 entrevues. C'est l'entrevue aujourd'hui 98. Demain, on est en l'entrevue 99. Et Jocelyn Rioux a été le releveur pas le releveur, mais le redresseur, on va dire, de la compagnie Théo Taxi. Quand ça allait plus ou moins bien avec Théo Taxi, c'est lui qui est rentré et qui a donné un coup de main à, je me rappelle plus du nom, Alexandre, c'est ça? Taillefer. C'est ça, Alexandre Taillefer. Et lundi, on a une belle entrevue avec Étienne Boulay. C'est notre 100e entrevue. J'ai super hâte d'avoir Étienne. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une entrevue par semaine. Fait une entrevue par semaine durant l'été. Et à l'automne, on va réévaluer la situation. Manquez pas le 8 juillet, le jeudi 8 juillet, on a la formation gestion d'immeubles qui va être disponible autant en live qu'en classe. On recommence maintenant à faire des formations en classe. Fait que pour les gens qui suivent le coaching double, vous allez avoir des informations qui vont vous être données et comment ça fonctionne exactement. Hey, on a David qui est avec nous autres. Fait que tu peux voir, Normand, à l'écran, à ta droite, les commentaires des gens. C'est qu'on a David qui est avec nous autres à matin. Bon matin, David. J'espère que ça va bien pour toi. Fait que, allons-y, Normand, avec les premières questions qu'on va regarder ensemble. Qui tu es? Tu viens de où? Parle-nous de tes études, puis comment tu as bâti ton entreprise aussi. Fait qu'allons-y avec tes études. Oui, merci. Alors, donc, Normand Lebeau, j'ai grandi à Laval de parents qui, eux, ont grandi à Montréal et toute la famille Lebeau est concentrée là, autour du Grand Montréal. Fait que c'était jamais très difficile d'organiser nos parties de Noël. Tout le monde n'est pas trop loin. Je suis allé au Collège Laval au secondaire et puis, suite à ça, j'ai quitté pour aller étudier aux États-Unis, en Floride plus précisément. Moi, je suis un joueur de tennis. Et puis, à 16 ans, là, après les championnats nationaux, j'ai été invité à aller étudier en Floride à University of West Florida sur un tennis scholarship. Alors, c'est NCAA Division II. Et puis, j'ai joué pour eux pendant 4 ans. Donc, là-bas, c'est même principe que le football ou le basketball. Fait qu'on a une bourse d'études pour représenter l'université, puis on étudie en même temps. Fait que j'ai fait ça pendant 4 ans pour, après ça, revenir à Montréal, travailler pour l'entreprise familiale que probablement tous ceux qui nous écoutent connaissent de près ou de loin, le Lebeau Vitre d'Auto. Fait que l'entreprise familiale a été bâtie par mon oncle Gérard Lebeau, que je salue, qui a bâti en 1947 une entreprise qui s'appelait à l'époque Lebeau Seat Covers and Autotop Registered, parce que toutes les compagnies étaient enregistrées en anglais en 1947. Okay. Qui est devenu aujourd'hui Lebeau Vitre d'Auto. Donc, mon père a rejoint l'organisation après ça, une dizaine d'années après, puis a largement contribué au développement de l'organisation jusqu'en 82 quand il a quitté après ça. Donc, une entreprise là, qui a beaucoup affecté ou influencé qui je suis, no doubt. Et après mes études en Floride, j'ai travaillé 2 ans pour l'entreprise familiale. Puis évidemment, en jeune ambitieux que j'étais, à 21 ans, je voulais être vice-président exécutif du groupe Lebeau. Fait que là, on m'a dit, prends ton gaz légal, puis j'ai décidé de partir.
Et j'ai fondé une organisation, une entreprise qui s'appelait à l'époque Technoplast, qui est devenue TechnoPOS, une entreprise de conception et de manufacture de produits de promotion au lieu de vente. Fait que quand vous rentrez dans un Jean Coutu, par exemple, les présentoirs de carton ou de plastique ondulé que vous voyez pour L'Oréal, oui. tout ça, ben, nous, on les manufacturait puis on les distribuait partout au Canada. J'ai travaillé pour cette entreprise-là avec mon partenaire pendant 12 ans. J'ai vendu mes actions parce qu'on avait un petit peu un différend là, sur l'orientation stratégique de la boîte. Et j'ai parti après ça Mandrake, qui en 1998, en pleine crise du verglas, donc le 4 janvier ou le 5 janvier 1998, là, alors que le centre-ville de Montréal est complètement fermé, coordonné même par les policiers. Puis j'ai réussi à convaincre le policier au coin de la Montagne et René Lévesque pour me laisser passer parce que je devais rentrer au bureau, parce que je partais ma business ce matin-là. J'étais tout seul dans Mandrake à l'époque. C'est la journée que tu partais ta business qu'il y a eu le verglas. Bon, en fait, c'est la crise du verglas, là, je sais pas, non, c'est peut-être 2 ou 3 jours après. Aïe, aïe. Le verglas, essentiellement, c'est échelonné sur à peu près un mois, mais c'était très, très récent. Écoute, il y avait des morceaux de glace de la grosseur d'un réfrigérateur là, qui avait été lancé du haut des toits des édifices sur René Lévesque. Fait que René Lévesque était fermé. Le centre-ville de Montréal, un certain bloc là, était complètement fermé. La circulation ne pouvait pas passer. Les policiers bloquaient les rues. Fait que il n'y avait pas d'électricité dans l'édifice, je pense, mais j'ai quand même réussi. J'ai monté les 25 étages, puis j'étais allé m'installer pour la première journée de bureau un lundi matin. Là, je pense que c'était le 5 janvier. Excellent, c'est trop drôle. Hey, j'ai un petit défi. J'ai juste une question aux gens qui sont en ligne présentement. Est-ce que j'ai bien envoyé le Facebook sur la page imofacile.ca de Facebook ou je l'ai envoyé sur une autre page? Je suis en train de me demander, j'ai de la misère à retrouver les questions. Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? J'ai peut-être un petit défi ce matin, fait que juste me revenir. Et fait que t'as parti, fait qu'en réalité, tu as été dans le tennis, tu as été pour le beau vide d'auto. Tu as parti ton entreprise et entreprise voyons comment on appelle ça, de présentoir, et après ça, Mandrake. Fait que Mandrake, ça fait 22 ans que ça existe présentement. Oui. Et vous vous spécialisez dans quoi exactement? Ben, Mandrake, c'est une firme de recherche de cadre. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ce qu'on appelle en anglais des headhunters, des spécialistes, des consultants en recrutement. Fait que Mandrake, rapidement, ce que c'est que Mandrake a été fondé en 1970 à Toronto. Donc, c'est notre 50e année. Puis moi, j'ai ouvert le bureau de Montréal, donc en janvier 98, c'est notre 23e année. Ce qu'on fait, c'est la recherche de cadres pour des postes de directeur end-up. On est des multispécialistes. Fait qu'on peut aider nos clients. Il y a plusieurs de nos clients où tous les vice-présidents dans l'organisation ont été placés par nous. Fait que le vice-président logistique, vente marketing, finance, ressources humaines, IT. Fait qu'on est capable d'aider nos clients dans tous les rôles principaux d'une organisation. Et on a donc une vision qui est nationale avec des bureaux à Montréal et Toronto. En fait, on est la plus importante firme de recherche de cadre au Canada à propriété canadienne. On a des compétiteurs qui sont la propriété de firmes américaines, d'autres de firmes britanniques. Mais à propriété canadienne, on est la plus grosse au Canada. Oh, wow! Puis vous vous spécialisez dans les présidents, dans les directeurs, c'est sûr que je comprends bien? Le directeur en montant. Donc, des postes de directeur, vice-président, ce qu'on appelle C-suite, là, les exécutifs, vice-présidents exécutifs, ainsi que président. Puis on fait aussi des membres de conseil d'administration. OK. Puis vos clients sont qui principalement? C'est est-ce que c'est des petites entreprises, des moyennes, des grosses entreprises? C'est qui exactement? Ben, je dirais toutes ces réponses sont bonnes. En fait, on travaille avec des entreprises des fois qui sont des startups, donc qui ont 0 revenu. Puis on travaille aussi avec des entreprises qui ont plusieurs milliards de revenus.
alors qui sont des multinationales. Fait qu'on peut vraiment aider nos organisations d'un côté comme de l'autre. Je vous dirais qu'on a des atomes crochus avec des organisations, je vous dirais, qui se placent entre 50 millions à 500 millions de chiffre d'affaires. Alors, souvent, ces entreprises-là sont plus entrepreneuriales, sont souvent sous la direction d'un président qui est des fois propriétaire ou qui est actionnaire ou qui a des fibres entrepreneuriales. Donc, des atomes crochus avec des organisations, je vous dirais, qui se placent entre 50 millions à 500 millions de chiffre d'affaires. OK. OK, parfait. Fait que même les startups, vous allez les chercher aussi. Puis, oui. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait ton expertise à embaucher des présidents? Parce que ça ne doit pas être les postes qui sont le plus faciles à embaucher. Bien, effectivement, en fait, plus on monte dans une organisation, plus ce qu'on recherche, c'est les traits de leader. Fait qu'évidemment, quand tu embauches quelqu'un qui est dans un niveau plus bas, puis évidemment, ça c'est. Puis j'en profite pour mentionner que il n'y a pas de dénigration ici. Les entreprises qui placent des postes qui sont plus juniors ont leur spécialité, ont leur réseau de contacts. Nous, on travaille dans une autre sphère de l'organisation. On a nos spécialités, on a nos contacts. Fait que tout le monde, il y a des spécialités très nichées dans ce qu'on fait. Donc, les gens qui embauchent des niveaux plus bas vont rechercher des attraits plus techniques parce que souvent, ces gens-là ne gèrent personne. Il y a moins de leadership à rechercher. Bon point. Plus tu montes dans l'organisation, plus l'aspect leadership est important. Fait que si je cherche un président d'entreprise ou un CFO pour une organisation qui est Chief Financial Officer, ben on ne passera pas beaucoup de temps sur les aspects techniques de l'individu parce qu'il y a 25 ans d'expérience. Puis s'il s'est rendu ou ce qui s'est rendu présentement, tous les aspects techniques, il les possède. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on recherche le plus, donc un chemin un peu plus long pour répondre à ta question qui était très précise et très courte. Oui, je cherche un président d'entreprise. On cherche le leadership. Donc, c'est drôle qu'on entend répéter, là. Individu parce qu'il y a 25 ans d'expérience, puis s'il s'est rendu ou ce qui s'est rendu présentement, tous les aspects techniques, il les possède. Ouais. Okay. Aujourd'hui, ce qu'on recherche le plus, donc, un chemin un peu plus long pour répondre à ta question qui était très précise et très courte. Alors donc, ce qu'on cherche, c'est le leadership. C'est les capacités d'être un chef d'orchestre. Et ça, le leadership, pour moi, ça se brise en 3 éléments. OK, intéressant. Je vais le dire en anglais, puis après ça, je vais le traduire. Là. Il y a self-awareness, il y a adaptability, puis empathie. Fait que self-awareness, c'est la capacité de se connaître. C'est très important pour moi que la personne qui est devant moi me démontre qu'elle se connaisse bien, puis ça veut surtout dire qu'elle connaît ses faiblesses. On connaît tous nos forces, mais de connaître nos faiblesses, c'est un autre paire de manches. Puis d'être capable d'en parler de nos faiblesses, c'est un autre paire de manches. Puis pourquoi je parle de ça? C'est parce que si quelqu'un connaît bien ses faiblesses, ça veut dire qu'il va connaître ses comportements dans des décisions, dans des situations plus difficiles. Et c'est aussi quelqu'un qui va être capable de s'entourer pour que les gens autour de lui ou d'elle soient capables de pallier à ces faiblesses-là. Wow! Alors, si quelqu'un ne voit pas ses propres faiblesses ou ne les connaît pas ou ne veut pas les reconnaître, c'est quelqu'un qui, dans des situations difficiles, a des chances de déraper. Évidemment, quand ça va bien, on prend toutes les bonnes décisions, puis on a un esprit très clair, puis tout va bien. Mais par exemple, les leaders d'entreprise qui ont vécu, tout le monde l'a vécu, la COVID, ou ce qu'on vient de vivre très récemment, là, on a pu vraiment évaluer qui étaient les bons leaders, puis qui étaient les leaders vraiment d'exception, qui étaient capables d'être visionnaires, d'être empathiques. Alors, la première qualité de bien se connaître, c'est important. Le deuxième, c'est quelqu'un qui s'adapte bien. En 2020, tout change très rapidement. Fait qu'il faut être capable de s'adapter.
Et s'adapter, quelqu'un qui ne s'adapte pas, donc quelqu'un qui n'est pas très flexible dans ses approches, dans sa philosophie, dans sa vision, ben veut pas, va frapper des murs assez rapidement. Fait que quelqu'un qui a cette agilité autant au niveau de l'esprit que de l'intellectuel, est une qualité qui est très, très importante en 2020 parce que tout va très vite. Tu es toujours en train de t'adapter. Ben, c'est un peu comme l'histoire, les compagnies qui ne sont pas adaptées, un peu comme BlackBerry. Les téléphones, c'est un plus bel exemple. Kodak, ça ne s'est pas adapté, ça s'est fait dépasser à 100 000 à l'heure. Les montres aussi, fait qu'il faut juste être capable de s'adapter puis voir un peu à l'avance qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est tellement vrai. C'est vrai dans l'immobilier aussi. Être capable de voir qu'est-ce qui s'en vient en avant de nous autres. Là. Oui. C'est super important. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, le livre qui est le meilleur pour parler de ça s'appelle What Got You Here Won't Get You There. Alors, ce qui t'a amené ici aujourd'hui ne t'amènera pas à ta prochaine étape. Donc, ça veut dire que ce que tu as fait par le passé, il faut que tu sois capable de le modifier pour être capable d'atteindre ta prochaine étape. Donc, l'adaptabilité. Okay. Tu peux-tu répéter le titre? What got you here? Won't get you there. Won't get you there. Je vais lire ça cet été dans mes vacances. Version francophone, je ne sais pas, moi je l'ai lu en anglais. OK. Et le troisième, c'est l'empathie. Fait qu'on l'a beaucoup vécu dans le coronavirus, mais c'était un trait qu'on recherchait beaucoup avant. C'est la capacité évidemment, tout le monde sait ce que c'est l'empathie, c'est la capacité de se mettre dans les souliers des autres, de se projeter dans la situation dans laquelle la personne avec qui tu transiges se retrouve. Donc là, c'est une question d'ouverture aussi, c'est une question de communication, c'est une question d'être capable d'être un meilleur leader à travers des qualités d'empathie. Fait que ça, c'est les trois éléments le principal que je recherche chez un président. La meilleure analogie que je vais donner, c'est un chef d'orchestre. Okay. Un leader d'entreprise, un CEO ou même un numéro 1 de n'importe quel département, c'est un chef d'orchestre. Fait que ceux qui ont fait de la musique savent que le chef d'orchestre qui est devant ses musiciens, c'est un musicien lui-même ou elle-même, mais tous ceux qui sont devant lui ou dans elle sont tous meilleurs que lui. Mais cette personne-là est capable de lire toutes les partitions de tous les musiciens et est capable d'amener tout ce monde-là à l'unisson puis de les amener à se déplacer, à se développer pour vraiment arriver à un ensemble de corps qui va faire ce que l'orchestre va donner. Alors, on pourrait dire tous les musiciens sont assez professionnels pour jouer leur partition puis jouer la pièce qui est à jouer. Mais s'il n'y a pas de chef d'orchestre devant, ça ne fonctionnera pas. Wow! C'est tellement bien dit, ça. Alors, s'il y a un chef d'orchestre devant qui est capable d'amener tout le monde à l'unisson, d'amener tout le monde en ligne avec l'objectif qu'on vient atteindre, c'est ça qui fait que le CEO amène son organisation à être une entreprise performante. Fait que le CEO, rendu en haut, est moins bon que son CFO en finance, il est moins bon que son CIO en technologie, puis il est moins bon que son Chief Marketing Officer. Il l'accepte aussi, Normand. Là. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est le self-awareness. C'est la capacité de réaliser c'est quoi ton rôle, puis tu n'as pas à être en anglais, the smartest person in the room. Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus intelligente dans la salle pour être le CEO ou le leader d'un groupe. Excellent. On a eu en entrevue Céline Vallière jeudi, puis elle parlait de l'intelligence émotionnelle. Puis c'est drôle que tu ressors ça parce qu'elle a dit exactement la même chose. Elle a dit les bons leaders, les bonnes personnes qui sont présidents d'entreprise, c'est ceux-là qui ont de l'empathie. C'est ceux-là qui sont capables de se mettre à la place de la personne et de leader. Fait que tu fais juste compléter un peu qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce que toi tu dis. Et qu'est-ce que tu recherches absolument qu'un président d'entreprise ne devrait pas avoir quand tu passes en entrevue? Un président d'entreprise, faut pas qu'il soit, je sais pas, un multitâche, faut pas. Et c'est quoi une des qualités ou des défauts faut pas que le gars ait pour être capable qui t'impressionne?
Oui, oui. Puis évidemment, il ne faut pas que les gars aient, comme tu as dit, mais maintenant, c'est de plus en plus des femmes. Oui, excusez-moi, oui. De plus en plus d'excellentes candidates là, qui se rendent au haut du podium. Ben, moi, je te dirais que ça va dépendre de qui tu poses la question. Tu me la poses à moi. Moi, je fuis ceux qui ont des trop gros égos. Ah, Je pense que, en fait, je pense qu'il faut avoir de grandes visions, il faut avoir de l'ambition, mais pour moi, ça ne se transmet pas nécessairement en égo. Fait que, tu sais, moi, j'adore l'humilité. Fait que, tu sais, puis je fais beaucoup d'analogies avec le sport. Fait que je pense que Wayne Gretzky avait possiblement un ego aussi gros que n'importe quel building dans lequel il jouait au hockey, mais il le gardait pour lui. Tu sais, Wayne Gretzky, c'était le premier arrivé à pratique puis le dernier parti, tout le temps. Fait que Wayne Gretzky a dit « The harder I work, the luckier I get ». Donc, plus je travaille fort, on dirait que plus je deviens chanceux. Wow! Puis, ses éthiques de travail étaient sans reproche. Fait que lui, c'était le meilleur. Tout le monde savait qu'il était le meilleur. Il n'avait pas besoin de le dire, mais il n'en parlait pas. Puis, il agissait pas comme ça. Puis, il rassemblait les joueurs dans son vestiaire. Puis, tout le monde était prêt à aller à la guerre pour ce gars-là. Fait que ce qui est important, c'est que oui, il faut de l'ambition. Oui, il faut énormément de vision. Il faut de grandes ambitions, donc. Mais il faut être capable de pas laisser son ego prendre le dessus sur qui on est. Parce que les gens vont suivre un vrai leader, selon moi, pour ce qu'il est. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est l'attrait le plus important, à mon avis. Je vous dirais qu'aux États-Unis, quand on cherche des CEO, quand je parle à mes partners, parce que je fais partie d'un réseau international, puis j'ai des partenaires aux États-Unis, le CEO, c'est encore quelqu'un que c'est important de temps en temps qui dise que c'est lui le meilleur, puis qui agisse comme quelqu'un qui est le meilleur que les autres, parce que les Américains mettent beaucoup, beaucoup de valeur sur ça. Je dirais que c'est probablement notre côté plus européen, plus latin, qui fait qu'ici au Québec, même à Toronto, je vous dirais qu'il y a encore un aspect assez américain où le CEO, de temps en temps, doit démontrer qu'il est meilleur que les autres. Moi, je vous dirais qu'ici au Québec, les numéros 1 de grandes entreprises, pour la plupart, sont plus modestes, ont des égos plus in check que leur semblable au Canada anglais puis aux États-Unis, entre autres. Intéressant, très intéressant, merci. On a Sophie qui nous a mis le lien pour le livre dont Normand vient de parler. Merci, Normand. Merci, Sophie. Ce matin, je suis live dans 2 sites Facebook. Je suis live sur Ghislain Larochelle et je suis live aussi sur imofacile.ca. Fait que là, fait que si vous voyez des commentaires que vous manquez à un endroit, c'est parce qu'ils sont à l'autre endroit. J'ai décidé de publier à 2 endroits ce matin. On parle, Normand, d'entrepreneur. Tu es un entrepreneur en série, tu aimes ça. Ouais. Et si tu avais quelque chose à recommencer dans ta vie, ça serait quoi? Bien sûr, autre chose que ton mariage avec Marie-Josée, là. Je le sais que c'est un de tes premiers, là, mais autre chose que ça. Donc, quelque chose que je changerais ou que je referais, pardon. Okay. Ta question était que je referais? Que tu referais exactement pareil. Y a-t-il quelque chose que tu referais exactement pareil? Puis après ça, la deuxième question, y a-t-il quelque chose que tu changerais dans ta vie? Écoute, moi, honnêtement, je ne changerais rien. Non, écoute, ce que je changerais, c'est de ne pas d'avoir transmis mon côté compétitif à mes enfants quand ils faisaient du sport, puis ça les a amenés à lâcher le sport qu'ils pratiquaient pour le reprendre plus tard dans leurs propres termes. Alors moi, je suis un joueur de tennis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je suis un ultra compétitif. Puis j'aurais voulu que mes enfants soient compétitifs comme moi je l'étais. Puis j'ai traduit ma compétitivité à travers eux. Puis ça, c'est une erreur.
OK. Et ils me l'ont montré à leur façon, fait qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de caractère. Alors, si c'était à refaire, puis je vais le refaire avec mes petits-enfants, d'ailleurs que j'ai hâte que ça arrive, puisque ça n'est pas encore. Mais je vais approcher le sport, s'ils en font, d'une façon complètement différente. Ça va être leur domaine et non pas le mien. Alors, ça, c'est quelque chose que je changerais clairement. Ah, Ce que je ne referais pas, c'est une bonne question. Il n'y a pas d'élément. En fait, la seule chose que je dirais, c'est que je foncerais encore plus. OK. Je trouve que il y a toujours quelqu'un pour être capable de nous dire que pourquoi ça marchera pas, puis Ouais. pourquoi ça n'a pas Tellement. d'allure, puis tu sais, il y a toujours des gens sur ton parcours qui a fait ça. En général, je dirais que je les ai pas écoutés, mais il y en a que j'ai écouté ou il y en a que, je sais pas, qui m'ont influencé un petit peu plus, puis j'ai peut-être eu le pied sur les breaks une couple de fois où j'aurais pas dû. Mais je dirais que c'est minime, mais c'est arrivé. Fait que moi, le conseil que je donnerais, c'est partir en affaires ou être un entrepreneur, c'est d'être têtu. Puis lisez l'histoire de Lululemon ou de Starbucks ou de Apple. Ces gens-là ont tous quelque chose en commun. Ils se sont fait dire 50 fois que leur affaire, ça n'avait pas d'allure. Tu sais, quand le gars qui a fondé Starbucks est allé voir les banquiers et il disait tu vas vendre des cafés à 5 piastres, puis moi, je le paye 50 cents, ça ne marchera jamais ton affaire. Puis là, ben, 30 ans plus tard, on regarde où ce que Starbucks est rendu. Fait que il y a cette détermination-là de dire que tu n'écoutes pas ce que les autres te disent parce que si tu les écoutes, tu ne le feras jamais. Il faut que tu fonces, il faut que tu aies une seule pensée, puis il faut que tu sois one track mind. Et c'est ça qui va faire que quelqu'un va réussir, c'est la persévérance. Alors ça, c'est bien important pour moi. Fait que c'est un peu ça. Là. Hey, c'est très sage, Normand, que tu as dit là. C'est très bien dit aussi. Merci. Et ça s'applique dans n'importe quel business, que vous soyez en immobilier, que vous ayez une compagnie de n'importe quoi, ça s'applique très, très, très bien. Ouais. Après ça qu'on parle de réseau, parce qu'en immobilier, on a besoin d'un réseau. C'est rare que tu vas faire de l'immobilier tout seul. Tu as besoin un réseau tout autour de toi, que ce soit des courtiers immobiliers, que ce soit pour trouver les deals, trouver du financement. Et toi, ça fait quelques années, je te connais, tu as un réseau incroyable. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à développer ce réseau-là? Et c'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent présentement pour être capable de développer un bon réseau autour d'eux? Ben, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais moi, je pense que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on devrait toujours demander comment je peux t'aider. Fait que moi, je pense que bâtir un réseau, je vais le dire encore en anglais, là, it's all about the others. Tu sais, c'est comment tu es capable d'amener quelque chose à cette personne-là. Puis, c'est contre-intuitif parce que les gens, quand ils se disent, je vais me bâtir un réseau, je vais aller me chercher des clients, c'est que ces gens-là ont tendance à essayer de voir où est-ce qu'ils le cachent, c'est qui donne les commandes, à qui je peux faire une pièce. Puis là, on a un comportement où est-ce qu'on a l'air du monde qui sont juste intéressés par notre bien à nous, puis pas à celui à qui on se parle. Puis plus on est âgé, plus on a de l'expérience, plus les gens s'en aperçoivent. Mais si tu es toujours en train de demander à quelqu'un comment je peux t'aider, puis quelqu'un te dit, ben moi je cherche ça, je veux faire ci, je veux faire ça, je sais pas trop, t'écoutes. Puis des fois, tu peux dire, ben, ah oui, OK, ben appelle donc un tel, je pense qu'il veut faire ça, ou j'ai pensé à toi la semaine passée, tu m'as dit telle chose, je t'envoie un courriel, tu dis, ben, il y a peut-être lui qui pourrait t'aider à faire ça puis à faire ça. Fait que c'est comme ça que les gens reviennent vers nous. Fait que moi, je crois beaucoup. J'ai eu la chance de parler avec Mark Trestman, là, qui est l'ancien coach des Bears de Chicago, puis l'ancien coach des Alouettes de Montréal, qui est un gars très, très, très inspirant, qui m'a dit, j'y ai posé la même question, puis il m'a dit, une fois, j'ai lu un livre sur l'astrophysique. Il dit, j'ai rien compris, mais il y a une affaire que j'ai compris. C'est qu'il dit, si tu envoies des ondes positives dans l'univers, c'est ça qui va te revenir. Fait que si tu es toujours en train de vouloir aider des gens,
les gens vont revenir vers toi pour t'aider parce que tu es contre-intuitif parce qu'il n'y a personne qui fait ça, malgré le fait que moi, c'est ça que je pense qu'ils devraient faire. La plupart des gens vont toujours essayer d'aller chercher quelque chose de quelqu'un puis de s'en aller après ça. Si l'approche inverse, c'est de dire comment je peux t'aider, puis qui est toujours en train d'essayer d'aider les gens autour de toi, bien, cette énergie positive-là, elle te revient. Puis souvent, elle te revient pas mal plus forte que ce que tu as donné. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai toujours bâti mon réseau. Je suis toujours en train de... Moi, je lunch à tous les jours avec quelqu'un de différent. Je vais petit déjeuner peut-être 2 fois par semaine, puis je vais aller prendre un Perrier à 5h30, 2 à 3 fois par semaine pour rencontrer des gens. Puis c'est toujours la première question que je dis, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Évidemment, on a besoin de prendre une affaire, mais c'est comme ça que tu vas bâtir un réseau parce que les gens vont comprendre que tu es là pour les aider, puis eux, ben, ils vont être là pour t'aider aussi. Fait que ça devient quelque chose qui est beaucoup plus solide que ben, un tel m'appelle juste quand il a besoin de moi, quand il a besoin de quelque chose. Et ça, les gens, ben, ils l'apprécient moins. Fait que quand tu appelles quelqu'un pour lui dire, ben, durant la COVID, par exemple, j'ai organisé 30, 40 Skype avec des gens que je leur disais, ben, écoute, parle-moi de ce que tu vis. Y a-tu des choses intéressantes que tu as appris? Parle-moi de... Fait que c'est jamais, hey, as-tu de la business? Parce que, anyway, je sais qu'ils n'en ont pas parce que dans les 3 derniers mois, il n'y a rien qui s'est passé. Mais c'est, I'm staying in touch. Peux-tu faire quelque chose pour toi? Y a-tu quelque chose que tu sors? Puis des fois, ils m'ont dit, écoute, moi, je chercherais tel type de contact. Je vis telle situation. Penses-tu que tu peux m'aider? Ben, sure, pas de problème. Laisse-moi 2, 3 jours. Je reviens. Je les mets en contact avec des gens qui vont les aider dans leurs problèmes spécifiques. Alors, d'après vous autres, là, quand ces gens-là vont avoir des mandats à donner, qui ils vont appeler? Oui, c'est bien trop. C'est la même affaire pour le courtage immobilier. Si tu aides un courtier, si tu aides des gens, ben, s'il y a un deal qui arrive, qui tu penses qu'ils vont penser? Ils vont penser à toi en premier. Hey, on a beaucoup de commentaires, Normand, qui sont rentrés. Léa qui nous dit contenu intéressant et très inspirant. Normand, merci beaucoup. David Salerno qui nous dit pas de pression pour les kids. Oui, exact. Nick, qui, quand tu parlais des enfants, tellement bien dit, Normand. Et Léa qui dit persévérance et suivre son instinct aussi est très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire? Donne-moi 30 secondes. Humble, non. Faut être généreux. Pierre Papillon qui dit faut être généreux comme Justin. Merci, Pierre. Voilà. On va en revoir une, Pierre. Croco qui dit c'est super, je trouve que ton affirmation comment je peux t'aider est fantastique. Patrick qui nous dit il faudrait beaucoup plus de personnes qui pensent comme Normand. Bravo, Normand. Sophie qui nous dit les gens ont peur de se faire un réseau car ils ont peur d'être obligés de redonner. Mais la roue tourne vraiment. Ce n'est pas qui tu es, mais qui tu connais qui va t'aider à avancer un jour. Alors, le commentaire que tu viens juste de lire, oui. C'est très juste. Parce que, et je ne me souviens pas qui l'avait dit, ce commentaire. Sophie. Alors, là où Sophie a vraiment raison, c'est que c'est très, très vrai ce qu'elle vient de dire parce que c'est notre plus grosse crainte. Parce que quand tu dis à quelqu'un, je peux-tu t'aider? Ben là, ça se peut qu'il te le demande comment tu peux l'aider. Puis ça veut dire qu'il va falloir que tu passes la tête à placer des appels, puis à envoyer des courriels, puis à essayer d'aider cette personne-là. Mais l'objectif ultime, on parle à des gens qui sont dans l'immobilier, c'est de faire des deals. Puis si tu veux faire des deals, c'est parce que tu veux faire de l'argent. Puis c'est correct, on est tous capitalistes, puis on a des loyers à payer, puis de l'argent à mettre de la bouffe à mettre sur la table, puis les éducations à payer, puis tout ça. Fait qu'il ne faut pas se leurrer, on est tous là pour faire de l'argent puis faire avancer notre business. Mais c'est comment on s'y prend. Fait que si on s'y prend avec un réseau, avec des gens qui vont nous aider, c'est sûr que c'est de l'effort dire à quelqu'un, je peux-tu t'aider, parce que tu vas avoir à l'aider peut-être. Mais l'effort que tu fais, anyway, ce que tu veux, c'est que il y a quelque chose qui revient vers toi. Fait il n'y a rien qui va revenir si tu ne mets rien dedans. Fait que le fondateur de Mandrake, Harold Perry, a 73 ans aujourd'hui. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de succès, qui est multimillionnaire.
Très riche. Il a un secondaire 3, ce gars-là. Et ce qu'il m'a dit, je lui ai dit, le premier jour que j'ai commencé chez Mandrake, je lui ai dit, Harold, quel est what's the one comment? Quel est le sujet ou le conseil que tu peux me donner pour la réussite? Il m'a dit, fais du bon travail, puis tu vas faire de l'argent. Puis deuxièmement, ce qu'il m'a dit, c'est, be about helping people. Puis si tu fais ça, tu vas comprendre que 99% du monde ne comprennent pas et tu vas passer à travers et tu vas avoir du succès. Fait effectivement, quand on dit aux gens, je peux-tu t'aider, il y a du travail d'impliquer là-dedans. Mais si tu veux avoir du succès, ça ne tombera pas du ciel ou ça ne se fera pas en claquant des doigts. Il faut que tu travailles fort. Il s'agit de bien travailler. Puis si tu as des gens autour de toi, que tu as développé le réseau, puis que tu avances, ces gens-là vont t'aider. Ce que tu lances dans l'univers va te revenir. Peut-être pas le lendemain, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être 6 mois plus tard, peut-être 1 an après. Puis c'est peut-être même pas la personne que tu as aidé que ça va te revenir, c'est peut-être quelqu'un qui a entendu parler, que tu avais aidé, qui va vouloir t'aider toi-même. Très raison, absolument, absolument. Fait que je retiens 3 choses, Normand, de comment on bâtit un réseau. Aujourd'hui, je suis en entrevue avec Normand Lebeau, qui est le président, qui interviewe les présidents d'entreprise, les directeurs. On est dans l'entrevue 98 aujourd'hui. Pour bâtir le réseau, Normand, qu'est-ce que je retiens? C'est 1, comment je peux t'aider? 2, on a du temps à investir. Tu dis que tu vas manger 5 fois avec des gens le midi, 2 matins, 2, 3 Perrier le soir. Ça veut dire que c'est une dizaine de fois par semaine que tu vas donner ton temps, tu vas t'impliquer pour aller avec les gens. Oui. Et la troisième chose que je retiens, c'est de ne pas avoir peur de prendre de ton temps, qui est super précieux comme président d'entreprise, et d'aller aider quelqu'un et de faire un suivi aussi. C'est bien beau de dire comment je peux t'aider, puis finalement, tu y reviens jamais, ben il y a comme une discipline, un suivi que tu dois faire aussi. Fait que c'est les 3 points que je retiens, puis que c'est tes forces. Oui, et c'est énormément de travail bâtir un réseau. C'est énormément de travail entretenir le réseau. Mais c'est ça qui fait que quelqu'un a du succès. Parce que quand il appelle Normand Lebeau, moi, je suis rendu associé comme quelqu'un qui a des ressources. Il pense à moi pour un paquet d'affaires qui n'a rien à voir avec la recherche de cadre. Mais là, OK, mais là, je connais des présidents d'université, je connais le DG de telle fondation, puis fait que là, je suis capable d'appeler des gens puis de faire arriver les choses parce que j'ai bâti ce réseau-là puis parce que je l'entretiens. Fait que là, ils pensent à moi pour des choses qui n'ont rien à voir avec la recherche de cadre. Mais quand ils ont des besoins de recherche de cadre, qui vous pensez qu'ils appellent? Normand Lebeau. Excellent. Fait que c'est important de l'entretenir. Oui, c'est très bien dit. On a une question de Léa qui dit comment on fait pour aider les autres sans laisser sa peau? Bien, je ne suis pas sûr que je comprends le commentaire laisser sa peau, mais puis faut juste aussi dire que c'est pas parce que tu dis à quelqu'un comment je peux t'aider que tu es nécessairement capable de l'aider toujours dans tous ses besoins. Ça m'arrive très souvent de dire, écoute, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne suis pas sûr que je suis capable de t'aider dans ce cas-là. Parce que, écoutez, si quelqu'un me dit, mon fils est bon au hockey, j'aimerais ça qu'il soit drafté par une équipe de Ligue junior hockey majeur, ben peut-être je vais dire, écoute, je connais bien du monde dans le hockey professionnel, mais non, je ne pense pas que je peux t'aider. Laisse-moi voir. Fait que, faut être capable de dire aussi, non, je ne peux pas t'aider dans ce cas-ci, mais il faut que les gens sentent que tu essayes. Puis, c'est toujours aussi une question de, tu sais, en anglais, on dirait c'est genuine, c'est quelque chose qui est honnête. Tu dis aux gens, ben comment je peux t'aider avec le réseau que tu as, avec les moyens que tu as, puis tu ne bougeras pas des montagnes nécessairement, puis tu ne deviens pas un Superman du jour au lendemain. C'est pas de ça que je parle. C'est dans la mesure du possible, comment peux-tu l'aider? Des fois, tu as un beau-frère, des fois, tu as un voisin, des fois, tu as un collègue au bureau qui a le type de réseau, qui a les moyens pour aider cette personne-là. Puis, tu vas dire, écoute, j'ai essayé de faire ça, ça peut-tu t'aider? Je ne sais pas, mais voici ce que je peux faire pour toi. Fait que
c'est pas en soi de dire qu'on est Superman, Superwoman, puis qu'on est capable de régler les problèmes de tout le monde tout le temps. C'est pas ça, là. Mais c'est juste de démontrer que est-ce que je peux t'aider? Puis si je peux t'aider, ça va me faire plaisir de le faire. Mais ça se peut que je ne sois pas capable de le faire aussi. Je dis aussi souvent, je ne suis pas capable de t'aider que je dis je suis capable de t'aider. Mais ce que les gens sentent, c'est que je me suis penché, j'y ai pensé, puis je ne peux pas t'aider, mais écoute, merci d'avoir pensé à moi. Ou oui, je suis capable de t'aider. Fait que faut pas que ça devienne non plus une espèce de nuage puis une pression où est-ce qu'on prend le problème de quelqu'un d'autre puis c'est rendu notre problème. Ouais, c'est pas ça, là. Mais c'est juste d'être capable de. C'est un discours qui est très différent. Les gens ne pensent pas comme ça. En général, les gens vont appeler Ghislain pour voir s'il y a de la business, si je peux faire une pièce avec lui. Si je ne suis pas capable, ben, je passe à autre chose. C'est comme ça que les gens pensent en général, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut y aller pour le long term. Alors, sur ce que je viens de dire, Ghislain, une anecdote là, rapide. Vas-y, vas-y. Fait qu'il y a à peu près 12 ans, je suis à New York dans le cadre d'une présentation d'un individu qui s'appelle Jerry Roach. Jerry Roach, c'est le président de la plus grosse firme de recherche de cadre au monde qui s'appelle Heidrick & Struggles. Aujourd'hui, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Wow! Présentation, puis il nous dit, j'ai placé le CEO de Nike, puis de Yahoo, puis une couple d'affaires. Ouais, intéressant, OK. Fait que il finit sa présentation, puis là, je rentre dans la salle où il y avait le lunch, puis il est assis à sa table tout seul. Bon, ben, écoutant que mon courage, je vais m'asseoir avec lui. Puis on jase durant le lunch. Fait que là, j'ai dit, OK, je dis, écoute, tu as placé le CEO de Nike. J'ai dit, ça fait combien par année, ça, le CEO de Nike? Il y a 12 ans, tu sais. Je sais pas, 15 millions par année. Fait que, OK, c'est bon. Tes fees, c'est quoi? Ben, il dit, moi, je charge 33% de ce que du salaire de mon CEO. Fait que là, j'ai dit, je suis pas fort en maths, mais 15 millions, ça veut dire que tu as chargé 5 millions. Il dit oui. Fait que j'ai dit, ta première facture d'un tiers, c'est 1 450 000. J'ai dit, ouais. Il dit, je me fais payer en 10 jours. Wow, tabarnouche. J'ai dit, comment on fait pour se rendre là? Ben, il dit, écoute, c'est pas vraiment compliqué, c'est qu'il dit, le CEO de Nike, là, il y a 10 personnes au monde qui sont capables de faire ce job-là. Il dit, moi, je les connais les 10. Puis je connais les 8 numéros de téléphone pour rejoindre chacun de ces gars-là. Puis là, il me dit, ben, à l'époque, c'était tous des gars, là. Il me dit, chez eux, à son chalet, chez sa maîtresse, partout. Il dit, je peux tous les rejoindre. Puis je peux dire tout de suite qu'il y en a 4 qui sont capables de faire la job parce qu'il y en a 6 autres, qu'il y en a un qui se divorce, puis il y en a un autre qui n'est pas dans les bons états, tout ça. Fait qu'il dit, il y en a 4, fais les entrevues, fais la job, puis tout ça. J'ai dit, comment tu as fait pour réussir à bâtir ça, pour être capable de te rendre là? Ben, il dit, moi, ça fait 35 ans que je suis dans les bons country clubs, puis que je suis membre d'un bon club de tennis, puis que je siège sur les bonnes fondations. Puis il dit, c'est comme ça que j'ai bâti mon réseau. OK. J'ai dit, si tu as un conseil à me donner, c'est lequel? Il dit, le conseil que j'ai à te donner, do everything for the long term. Il dit, toutes les décisions que tu vas prendre, tout le temps, pour le long terme. Prends jamais une décision qui va faire que sur l'émotion, tu dis, écoute, lui ou elle, il est arrivé telle affaire, c'est fini, j'embarque plus. Il dit, fais jamais ça. Pense toujours à long terme. Chaque relation que tu as va t'amener quelque chose dans peut-être la semaine prochaine, puis peut-être dans 3-4 ans. Il dit, do everything for the long term. Alors, ce gars-là, c'est une légende de la recherche de cadre sur la planète. J'ai eu la chance de luncher avec lui. Puis, on n'a pas le temps là, parce qu'on a juste 1 heure, mais il m'a des anecdotes, il m'en a compté là. Mais la phrase qu'il m'a dit, do everything for the long term. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, pense à le potentiel long terme de cette rencontre-là, parce que c'est comme ça que tu vas te bâtir ton réseau. Excellent. Hey, si vous aimez l'entrevue, cliquez sur j'aime, envoyez plein d'amour à Normand sur Facebook avec un beau cœur qui va arriver. Hey, c'est super, Normand, qu'est-ce que nous présente. Maintenant, j'ai une question pour toi. À chaque entrevue que je fais, j'ai la question qui tue. Et là, je vais expliquer un peu c'est quoi que c'est pour que tu aies le temps de le trouver. Fait que, qu'est-ce que je veux? Je veux quelque chose que tu n'as pas révélé à des gens trop souvent. Des choses qui se sont passées dans ta vie que tu étais quand tu étais jeune ou une job que tu as faite ou une anecdote qui t'est arrivée avec un président ou une entrevue qui a mal tourné.
As-tu quelque chose que tu pourrais nous parler qui t'est déjà arrivé dans ta vie? Ben, il m'est arrivé pas mal, là, mais il y a deux choses que je pourrais partager là, qui vont faire sourire les gens. La première, c'est un peu anodin, mais c'est toujours le fun. Tu sais, bon, j'ai dit au début que je suis un ancien joueur de tennis, fait que évidemment, le tennis a une place importante dans ma vie. Fait que moi, j'ai été guide. J'ai été guide à Roland-Garros. Fait que j'ai fait le tour avec des gens qui m'écoutaient de Roland-Garros, bien que je ne savais absolument rien de Roland-Garros. Fait que comment j'ai fait ça? Fait qu'en 2001, à peu près, je suis à Roland-Garros, puis avec mes enfants, et on arrive là, puis on prend un tour pour visiter Roland-Garros, mais il y a juste on est prêt à partir tout de suite, puis le seul tour qui part tout de suite, c'est un tour en anglais. Fait que pas de problème, moi je parle bien l'anglais, puis mes enfants à l'époque, ils ont, je sais pas, 9-10 ans, ils comprennent pas pire. Fait qu'on y va. Et là, après 2 minutes, le guide qui est un Français, puis dans le tour, c'est juste des Américains. Il y a peut-être une quinzaine de personnes. Puis là, après 2 minutes, moi, j'écoute le gars, puis il est difficile à comprendre. Puis là, je regarde les gens autour, puis je vois bien qu'ils ne comprennent pas en tout ce que le gars dit, avec un accent français assez marqué, puis tout ça. Fait que moi, je vais voir le tour guide. Je m'adresse à lui en français, puis je dis, écoutez, monsieur, très, très respectueusement, j'aimerais vous dire que moi, je suis Canadien, je suis bilingue, puis je sais que les gens autour de nous, c'est tous des Américains, puis ils ne comprennent pas vraiment ce que vous leur dites. Est-ce que vous me permettez d'être votre interprète? Et là, évidemment, il aurait pu me dire de m'envoyer promener, puis tout ça. Puis il a dit, écoute, pas de problème, on va faire ça. Fait que lui, il disait ce qu'il avait à dire en français, puis moi, je le traduisais pour le groupe en anglais. Alors, j'ai eu la chance d'être un guide à Roland-Garros pendant 3 heures, puis évidemment, il ne m'a pas payé, mais je lui ai demandé si je pouvais marcher sur le central, puis tu n'as pas le droit de faire ça d'habitude. Puis là, il a embarqué avec mes enfants sur le central, on a des photos de ça, à Roland-Garros, fait que pour moi, ça a été un très beau moment. Fait que j'ai été guide à Roland-Garros pendant 3 heures. L'autre anecdote que je pourrais compter, c'est qu'en 1988 ou 89, j'étais vice-président exécutif de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et comme événement de levée de fonds, on avait amené l'ancien secrétaire d'État gagnant du prix Nobel, Henry Kissinger, à Montréal, qui a servi l'administration Nixon. Fait qu'on l'amène à Montréal, puis c'est notre conférencier, il vient nous parler du free trade parce qu'à l'époque, l'élection canadienne, c'était free trade ou pas avec les États-Unis. Et là, moi, je vais aller chercher à l'aéroport avec ces 2 gardes du corps puis tout ça. Puis moi, j'ai 26 ans à l'époque, 25-26 ans. Fait que, bon, puis je lui pose une question assez je réalise aujourd'hui, assez stupide. Je lui dis, Dr. Kissinger, est-ce qu'il y a un sujet, est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas parler durant la période de questions? Puis moi, j'avais en tête Watergate, puis le Vietnam, parce que son administration était directement impliquée là-dedans. Et là, on est dans la limousine, puis là, il se retourne d'abord vers moi, puis il me regarde à travers ses lunettes, puis il me dit, est-ce qu'il y a un sujet que je devrais éviter, M. Lebeau? Fait que là, il me dit en anglais avec son gros accent très, très pesant allemand, tu sais. Puis là, je lui dis non, parce que j'avais juste pensé peut-être qu'il y a des sujets que vous voulez éviter. Il dit non, tout va bien aller. En sortant de la limousine, on arrive à l'hôtel, puis là, un de ses gardes du corps m'amène à l'écart, puis il me dit, je sais que tu as posé la question de bonne foi, puis tout ça, mais il dit, inquiète-toi pas, s'il y a quelqu'un qui décide d'essayer de mettre Dr. Kissinger en boîte avec une question, Dr. Kissinger va le couper en 1000 morceaux. Fait qu'il dit, ne t'en fais pas, c'est un grand garçon. Fait que, mais quand Dr. Kissinger s'est retourné vers moi, puis il m'a regardé là, avec son gros accent, puis il m'a dit, Are there any subjects I should avoid, Mr. Lebeau? J'ai été de glace, là. Il m'a coupé les 2 jambes. Tu sais, c'était. Je vais toujours m'en souvenir de son regard. Là. Tu sais, c'était un homme d'envergure quand même. Là. Puis j'avais juste 25 ans. Fait que ça, c'est les 2 anecdotes. Hey, c'est excellent. Hey, Normand, on a plein de commentaires qui sont rentrés. Linda qui nous dit tellement vrai pour l'univers, attirer les personnes positives à soi, j'ai les mêmes pensées. Pierre Papillon qui dit c'est important d'aimer ce qu'on fait et d'aimer les gens aussi. C'est très bien dit, Pierre. Après ça, qu'est-ce qu'on a?
Voula qui demande comment il s'appelle Jerry. Je ne sais pas dans quelle conversation on a sorti le mot Jerry. Jerry Roach. C'est le président de Heidrick and Struggles. R-O-A-C-H. Aujourd'hui, Jerry Roach est à la retraite. Il doit avoir 80 ans, là, facile. À l'époque, je l'ai rencontré, il a peut-être 65, 66. Il était en fin de carrière. Mais c'est le headhunter le plus influent. Je ne sais pas s'il y en a un autre aussi influent que lui aujourd'hui. Mais lui, ce gars-là, il faisait la pluie puis le beau temps. Il y avait tous les CEO de toutes les grosses compagnies au monde sur Speed Dial. Il pouvait parler à n'importe qui, n'importe quand. Wow! Et on a Linda qui dit « J'aime tes anecdotes, Normand. Est-ce que tu en as un autre d'une personne connue que tu as rencontrée et que tu pourrais nous partager? » Je vais continuer. Laisse-moi y parler, là. Je ne suis pas sûr que… Je veux faire attention, il y a des choses que je ne peux pas dévoiler, là, mais… Exact, excellent. Comment fais-tu pour savoir où toutes ces personnes-là que tu interviews se trouvent? Comment fais-tu pour rentrer en contact avec ces personnes-là? Bien, évidemment, de la façon qu'on fonctionne, nous, c'est que c'est toujours exclusif. Fait que si j'ai le mandat d'un poste de CEO pour une grande organisation, ben c'est moi qui ai le mandat. Ils ne peuvent pas parler à personne d'autre s'ils sont intéressés à ce poste-là. C'est moi qui ai le mandat. On est toujours exclusif. Donc, de ce côté-là, nous, avec le réseau qu'on a, on n'a pas beaucoup parlé, mais on fait partie d'un réseau dans 22 pays à ISF. Alors, on ratisse très, très large. Tu sais, il y a 92 consultants dans l'ISF, puis au Canada, on est 17 consultants. Fait que c'est un réseau qui se multiplie très, très, très rapidement. Fait que les nouvelles vont vite et ça avec maintenant la technologie, fait que ça se propage assez rapidement. Fait que souvent, on ne réussit pas à parler à l'individu directement, mais c'est l'individu qui entend parler et c'est lui qui nous contacte, lui ou elle, qui nous contacte. Okay. Disant, ben, j'ai entendu dire que j'aurais un intérêt, est-ce qu'on peut se parler? Puis là, ben, c'est là que le processus débute puis que la roue se met à tourner. Excellent. Et est-ce que tu as pas des anecdotes, mais une fierté d'embauche que tu as eue dans toute ta vie ou que ce soit avec les présentoirs? Est-ce que tu as une fierté que, hey, ça, je suis fier de moi? J'espère que ça va être dans mon autobiographie un jour que je vais en parler. Pouvoir en parler. Ben, en fait, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais tu sais, je suis un peu tenu là, par la confidentialité parce que les gens qu'on place puis tout ça, mais tu sais, quand tu places quelqu'un qui était il y a 15 ans, qui a été directeur, puis qui est rendu presque président de la compagnie, quand je dis presque, parce qu'il est rendu à un niveau où est-ce que c'est le prochain en ligne, puis ça va arriver d'ici 2 ans, ben, tu sais, le membre du conseil d'administration qui m'a donné ce mandat-là il y a 15 ans, ben, veut pas, à chaque fois qu'il me voit, il me dit toujours, hey, il y a un tel ou une telle, vraiment, là, merci beaucoup, elle est encore chez nous, évidemment, puis elle a un progrès, puis elle a un impact incroyable. Fait que, j'en ai plusieurs de ça parce que, tu sais, ce qu'on fait dans la vie, nous autres, là, c'est qu'on place des gens, puis on passe plus de temps au bureau que n'importe où ailleurs dans notre vie. Fait que si tu as un poste où tu te sens bien, où tu as de l'impact, puis où tu te réalises, tu n'oublieras pas la personne qui t'a placé là. Fait que veux pas, on a beaucoup d'impact sur la vie des gens quand on réussit à les placer dans un environnement où est-ce que they can fly like an eagle, tu sais, ils peuvent vraiment là, déployer leurs ailes puis se sentir bien puis avoir l'impact qu'ils veulent avoir puis avoir l'impact sur les autres qu'ils veulent avoir. Fait que quand tu es bien dans ce que tu fais dans ta vie, qui est souvent ta passion, tu passes plus de temps que n'importe quelle autre facette de ta vie, on a beaucoup d'impact. Fait que on en a quand même plusieurs de situations comme ça où on est très, très fiers de ça. Tu sais. On a Amélie qui nous dit « On a hâte de pratiquer les techniques que tu nous as données aujourd'hui avec les soirées mots faciles, les événements mots faciles. En passant, présentement, on n'a pas le droit de recommencer les soirées mots faciles parce qu'on est plus de 50 personnes dans nos soirées. La prochaine soirée mots faciles va avoir lieu au mois de août. On va voir le 20 août, je crois. On va voir si le gouvernement va avoir changé les règles. Mais présentement, on peut commencer les formations en classe. Fait que pour ceux-là qui sont inscrits au coaching double, vous allez avoir les informations dans votre courriel
qui va vous être donné, quelle est votre prochaine cohorte ou quelle est l'information que vous allez avoir pour être en classe. On s'en va avec une autre question et j'aimerais ça. Il nous reste tabarouette, il reste 4-5 minutes. T'es-tu capable, ça a passé vite, Normand, t'es-tu capable de nous donner 3 conseils pour les gens qui veulent devenir entrepreneurs? T'es un entrepreneur à succès, en série en plus. Si tu avais 3 conseils, là, on te donnerait 1 million de ces conseils-là, là, ça serait quoi les 3 conseils que tu nous donnerais pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? OK. Merci pour ta question. Puis évidemment, je n'ai pas la prétention de connaître là, les trois seuls. Il y en a probablement plusieurs. Le premier que je dirais, puis je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que faut pas écouter les gens. C'est drôle à dire, là, mais il y a plein de monde qui vont vous dire pourquoi ça ne marchera pas ton affaire. Puis il y a plein de monde qui vont vous dire que hey, c'est bien de la job. Puis, tu sais, fait faut pas écouter les gens. C'est bien de valeur, mais en fait, on va écouter ceux qui nous encouragent, ceux qui veulent nous aider. Mais en fait, je vais rephraser. Écoutez pas ceux qui vous mettent des embûches. Écoutez pas. Okay. Puis en général, les gens sont jaloux. En général, les gens sont jaloux. Fait que ceux qui veulent pas que vous réussissiez vont vous trouver des bonnes raisons pourquoi vous ne devriez pas le faire. Alors, écoutez pas ces gens-là. Foncez. One track mind. On n'écoute pas, on fonce. Deuxième affaire. Si vous le faites pour l'argent, embarquez pas, ça ne marchera pas. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'au début, l'argent, tu n'en fais pas. Tu travailles très, très, très fort pour pas grand-chose, en général. Maintenant, si on est capable de partir en affaires, puis le lundi d'après, on a maintenu notre train de vie, bien, parfait, vous êtes plus intelligent que moi, vous êtes plus sharp que moi, vous avez trouvé une ligne qui est vraiment géniale, mais en général, se partir en affaires, ça veut dire sacrifice. Puis sacrifice, ça veut dire que ben, tu mets une croix sur des choses. Tu mets une croix souvent sur ta vie avec des amis. La vie familiale, il faut vraiment que tu aies une partner qui va vraiment te supporter. Puis là-dessus, ben, je salue la mienne, Marie-Josée, qui a été là pour moi tout le temps. Puis tu fais un sacrifice financier la plupart du temps parce que souvent, on a une job qui est établie, on a un certain salaire. Là, si tu pars en affaires, ben là, tu te lances dans le vide. Alors, puis souvent, il n'y a pas de filet en bas. Fait que failure is not an option, right? Fait que c'est un sacrifice. Fait que si quelqu'un embarque là-dedans pour l'argent, le gain financier rapide, moi, je vous dirais que si c'est ça le mindset, moi, je pense que ça ne marchera pas. Ça, c'est les deux principales qui me reviennent. Puis le troisième, c'est la persévérance. On le dit toujours, là, c'est pas de tomber, mais c'est comment tu te relèves. Parce que il va y avoir des échecs, c'est normal. Ça fait partie du processus pour gagner. Puis tous les grands coachs sportifs vont tous vous dire qu'on a commencé à gagner quand on a appris à perdre. Fait que si tu apprends à perdre, ça veut dire que tu es capable de te relever puis de prendre les éléments positifs d'une défaite, parce qu'il y en a. Comment on fait pour prendre ça, bâtir là-dessus, puis s'assurer que ça ne se reproduise pas. Puis ça se peut qu'on perde une autre fois, puis qu'on prenne les éléments positifs. C'est comme ça qu'on va gagner. Fait que la persévérance, puis apprendre de ses échecs ou de ses défaites, c'est clair. C'est bien, bien important, moi, je pense. Wow! Excellent. Hey, on est rendu maintenant avec Sophie qui nous demande quel est le meilleur moyen de se faire connaître par un top chercheur de tête comme toi. Je suis pour la même compagnie depuis 20 ans. Est-ce LinkedIn ou on te contacte directement? Bien, ce qui arrive, c'est que, bon, d'abord, il faut savoir que vous existez, mais la plupart du temps, anyways, on vous trouve. Notre job, c'est de vous trouver, même si on ne vous connaît pas. Ça, c'est notre job. Mais envoyez votre CV à notre organisation, nlebeau@mandrake.ca. Puis maintenant, votre CV va être dans nos banques de données. Fait qu'on est toujours capable de trouver ces CV-là. Mais la crème monte toujours au-dessus. Si vous êtes bon, si vous êtes bonne, on va vous trouver. Si on ne vous trouve pas, on ne fait pas notre job. Wow! C'est très, très, très bien dit. Hey, il est présentement 9 heures. Un gros merci, Normand. Ça a été une super entrevue que j'ai eue avec toi. Merci à vous tous d'avoir été en ligne. Il y a eu beaucoup de monde ce matin qui ont écouté. Si vous aimez les entrevues, mots faciles, allez cliquer sur j'aime. Si vous voulez avoir à partir de la semaine prochaine, vous aurez pu une entrevue chaque matin.
Fait qu'est-ce que je vous conseille? Allez cliquer sur J'aime ImoFacile où il y a une façon de s'enregistrer quand que je deviens live et que vous pouvez recevoir un lien ou une notification directe parce que ça sera pas à chaque jour, ça va être le mardi et je vais vous faire une surprise une fois de temps en temps pour en faire peut-être 2 par semaine pour vous autres. Merci Normand. Très belle entrevue. J'ai appris beaucoup de choses. Merci à vous autres qui m'écoutez. Reste en ligne avec moi, Normand. Et ma dernière question, Normand, que je pense c'est un beau résumé de la présentation, de l'entrevue que j'ai eue avec toi. Comment je peux t'aider, Normand? Écoute, comment tu peux m'aider si tu connais des exécutifs qui cherchent à embaucher d'autres exécutifs? Tu connais mon numéro. Excellent. Merci beaucoup, Normand. Merci de m'avoir été. Merci. Merci, la gang. C'est nlobo à commercial Mandrake, mandrake.ca. Sophie, si tu peux le mettre dans les commentaires, s'il te plaît, ça serait apprécié. Et on a plein de beaux commentaires qui rentrent. Merci du partage. Merci, c'est inspirant. T'es inspirant, Normand. Merci beaucoup. C'est précieux comme conseil, qu'est-ce que tu nous as donné aujourd'hui. Fait que, merci beaucoup. On se voit demain matin, les amis, à 8h AM et Normand reste avec moi. Merci. Merci. Merci à tous. Bye.